Уважаемая госпожа председатель. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, les allocutions que nous avons entendues aujourd'hui confirment que la relation internationale passe aujourd'hui par une étape historique difficile et marquée par les contradictions. Aujourd'hui, nous voyons s'opposer deux tendances. D'une part, le renforcement de nouveaux centres de croissance économique, la volonté des peuples de préserver leur souveraineté, de choisir leur propre modèle de développement, modèle répondant à leur identité culturelle, nationale et religieuse, et d'autre part, la volonté de certains États occidentaux de préserver leur statut de leaders mondiaux et de freiner le processus multipolaire. Et d'ailleurs, on utilise toutes sortes de moyens pour y parvenir. Chantage politique, pression économique et force brute. Cela affaiblit le droit international sur lequel repose l'ordre mondial actuel. Nous entendons sans cesse des déclarations tonitruantes qui remettent en question la force juridique ou la validité des accords internationaux et privilégient les approches unilatérales au détriment des décisions prises dans le cadre des Nations Unies. Nous voyons en effet que les tentatives de révisionnisme se multiplient et attaquent ainsi le système juridique international, les principes de base relatifs au règlement des conflits au Moyen-Orient, le plan d'action global commun sur l'Iran, les engagements pris dans le cadre de l'OMC et l'accord sur le climat font l'objet d'attaques de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Et la primauté du droit semble aujourd'hui être supplantée par une nouvelle notion qu'on appelle l'ordre mondial fondé sur des règles. Mais ces règles sont élaborées dans le cadre d'un opportunisme politique évident, manifeste, et incarne la politique du deux poids, deux mesures. Des accusations sans fondement sont proférées contre tel ou tel pays. On essaye d'ébranler, de renverser des gouvernements démocratiquement élus. On essaye d'attirer certains pays dans des alliances militaires sur mesure, à l'encontre de la volonté des peuples concernés. D'autres pays, quant à eux, sont menacés de représailles lorsqu'ils choisissent leurs propres partenaires et alliés. Les agressions également sont de plus en plus nombreuses contre les institutions internationales. On essaie de privatiser leur structure administrative en leur donnant des droits ou des prérogatives qui normalement relèvent des organes intergouvernementaux afin de mieux les manipuler. L'espace de coopération internationale se rétrécit, la confrontation s'intensifie, tout devient plus imprévisible, le risque de conflit augmente et tout cela a une incidence sur notre organisation. Ces dernières années, des dizaines de pays ont fait l'objet d'interventions illégales et même inefficaces, comme par exemple le blocus de Cuba, imposé par les États-Unis de manière unilatérale depuis plus d'un demi-siècle, et qui est condamné par l'ensemble de la communauté internationale. Aujourd'hui, les mécanismes collectifs sont paralysés, et au lieu de la diplomatie, de la culture, des négociations et des compromis, on impose des restrictions unilatérales sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un aspect même extraterritorial. Et il semblerait que l'histoire ne nous apprenne pas grand-chose dans ces cas-là. Aujourd'hui, nous voyons des pratiques qui sont bien connues. Nous avons déjà connu les faux prétextes qui ont permis de recourir à la force dans des pays comme la Yougoslavie en 1999, l'Irak en 2003 ou la Libye en 2011. Et la même chose se passe aujourd'hui en Syrie. Le 14 avril, sous un prétexte totalement absurde, des frappes aériennes ont été menées contre ce pays. Quelques heures à peine avant l'arrivée des inspecteurs internationaux sur le lieu de l'incident. Ceci est inacceptable. Le conflit en Syrie dure depuis 7 ans. On a essayé d'en renverser un régime
légitime en s'appuyant sur des extrémistes, ce qui a presque conduit à l'émergence d'un califat terroriste dans ce pays. Les mesures énergiques prises par mon pays, la Russie, à la demande de la République arabe syrienne, renforcées par des mesures diplomatiques dans le cadre du processus d'Astana, ont permis néanmoins d'empêcher la réalisation d'un tel scénario destructeur. La Russie, l'Iran et la Turquie ont convoqué un dialogue national syrien à Sochi en janvier. Nous avons favorisé la création d'un processus de règlement politique sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Et c'est sur cette base aujourd'hui que se forme le comité constitutionnel intersyrien à Genève. L'idée aujourd'hui est de rétablir l'infrastructure, de reconstruire le pays afin de permettre le retour des millions de réfugiés qui ont fui la Syrie. Et c'est ça qui devrait être la priorité des efforts internationaux. Il faut aider les Syriens sans appliquer la politique du deux poids deux mesures. Malgré la complexité de la situation en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, on ne peut pas ignorer aujourd'hui un autre problème de longue date. Le problème est la question palestinienne. Il faut aujourd'hui trouver des solutions mutuellement acceptables entre les parties et consolider les efforts déjà menés par la communauté internationale pour que le processus puisse reprendre sur la base des résolutions des Nations Unies et de l'initiative de paix arabe. Nous continuerons d'y contribuer dans le cadre notamment du Quatuor et en coopération avec la Ligue des États arabes et de l'OCI. Les accords multilatéraux doivent être mutuellement acceptables pour garantir une paix pérenne, tant pour Israël que pour la Palestine. Ici, aux Nations Unies, nous devons nous rappeler de la Deuxième Guerre mondiale encore aujourd'hui. Nous devons penser à l'avenir en ayant à l'esprit les conséquences de la Seconde Guerre mondiale pour ne plus commettre les erreurs du passé. Cette année, nous allons célébrer un triste anniversaire, le 80e anniversaire du complot de Munich qui a justifié une politique criminelle du Troisième Reich et qui a eu des répercussions catastrophiques dans le monde entier. Et cela montre que l'égoïsme national et le mépris du droit international, ainsi que les tentatives de régler les problèmes au détriment des autres, peuvent avoir des incidences considérables, très lourdes. Malheureusement, aujourd'hui, le nazisme semble réémerger. On voit que des campagnes de réécriture de l'histoire battent leur plein et que certains criminels aujourd'hui sont glorifiés. Nous pensons que il est indispensable dans ces conditions d'appuyer le projet de résolution de l'Assemblée générale sur l'interdiction absolue de glorifier les nazis. Le radicalisme et le nationalisme ainsi que le néofascisme connaissent également un essor en Ukraine où des criminels de guerre sont proclamés héros alors qu'ils avaient combattu sous la bannière SS. Et c'est là l'un des facteurs de la perpétuation de ce conflit ukrainien. La seule façon de sortir de ce conflit et de réaliser pleinement les mesures du processus de Minsk. Et d'ailleurs, nous appuyons dans ce contexte la mission de l'OSCE en Ukraine. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'au lieu de mettre en œuvre ces accords, au lieu de dialoguer avec Donetsk et Lugansk, Kiev semble vouloir imposer des solutions militaires et se berce d'illusions. Ceux qui souhaitent aujourd'hui appuyer les autorités de Kiev doivent les obliger à cesser le blocus du Donbass et la discrimination qui pèse sur les minorités dans ce pays, sur le territoire entier de l'Ukraine. Nous sommes également préoccupés par la volonté d'ouvrir de nouvelles lignes de confrontation en Europe en attirant les pays de cette région dans l'OTAN. Je trouve qu'il est inacceptable de mettre ces pays-là aujourd'hui devant une fausse alternative. Car cela ne ferait que diviser davantage. Maintenant, concernant d'autres régions du monde, la région Asie-Pacifique par exemple, il est important aussi de garantir la sécurité
dans cette région. Et nous nous félicitons d'ailleurs de la dynamique qui prévaut aujourd'hui. Les efforts qui sont fournis sur le plan diplomatique pour dénucléariser la péninsule coréenne sont tout à fait louables et s'inscrivent d'ailleurs dans la logique de la feuille de route proposée conjointement par la Russie et la Chine. Ce processus doit être appuyé et des mesures doivent être prises pour parvenir à un accord entre Pyongyang et Séoul. Et nous continuerons de tout faire pour que ce processus se poursuive. La dénucléarisation de la péninsule coréenne est également très importante pour assurer le progrès dans un autre domaine très important pour la communauté internationale, à savoir la non-prolifération des armes de destruction massive. Et malheureusement, il y a de nombreux obstacles qui se dressent sur notre chemin sur ces questions. Outre le progrès, l'absence de progrès dans la ratification du TISEN, traité d'interdiction des essais nucléaires, et la non-création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, nous voyons aujourd'hui que les États-Unis ont décidé de se retirer du traité nucléaire iranien, alors que l'Iran respecte pleinement ses engagements au titre de la résolution 2231. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la validité de cet accord entériné, comme nous le savons, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'autres tentatives se multiplient pour manipuler l'OIAC et son secrétariat technique que l'on souhaite transformer en un instrument de sanction à l'encontre des gouvernements avec lesquels certains ne sont pas d'accord, au risque de miner le caractère indépendant et professionnel de cette structure qu'est l'OIAC et d'empiéter sur les prérogatives exclusives du Conseil de sécurité. Ces problèmes et d'autres ont été d'ailleurs évoqués lors de la réunion du Conseil de sécurité du 26 septembre cette semaine, qui a été d'ailleurs convoquée par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes convaincus que tout problème, toute préoccupation qui peuvent survenir dans les relations internationales doivent être réglées par la voie du dialogue. Il faut s'asseoir à la même table et parler, donner des faits, être à l'écoute des uns et des autres. Ces dernières années, nous voyons malheureusement que les tentatives de manipulation se multiplient, je l'ai déjà dit. Il y a par exemple des tentatives d'influer sur l'espace cybernétique, des actes malveillants sont de plus en plus nombreux et j'aimerais rappeler que c'est la Russie qui avait lancé un débat sur cette question il y a déjà 20 ans. Dans le contexte actuel, nous pensons qu'il est important de poursuivre ce débat et de parler du respect de la souveraineté des États sur la base de principes importants comme le non-recours à la force et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et nous allons d'ailleurs présenter un projet de résolution à la première commission de l'Assemblée générale sur cette question. Nous pensons qu'il est également très important de commencer à élaborer une convention sur la lutte contre la cybercriminalité en tenant compte des débats qui ont lieu à ce sujet en troisième commission. Il faut trouver de nouveaux accords et tenir compte des intérêts des uns et des autres, car nous sommes confrontés à une politisation sans précédent des questions internationales, notamment dans les questions commerciales, qui sont aujourd'hui la proie d'une politisation extrêmement forte. La Russie, dans ce domaine, a toujours prôné l'importance de l'indivisibilité du développement économique. Et cela va dans le sens de l'initiative du président Poutine, de son partenariat eurasiatique qui est ouvert à tous les pays d'Asie et d'Europe, qu'ils fassent ou non partie d'autres alliances économiques. Si ce projet est mis en œuvre, il pourrait contribuer à une plus grande coopération économique dans l'espace eurasiatique et être le fondement d'une véritable architecture continentale de sécurité. La Russie continuera de faire tout ce qui est en pouvoir pour réaliser les aspirations dans ce domaine sur les principes de justice et d'équité. Et nous ne sommes pas seuls à avoir cette ambition. De nombreux autres défendent une telle approche dans le cadre de l'OTC, de l'Union économique eurasiatique, de la CEI, des BRICS et de l'OSC, ce qui représente la majorité écrasante des pays du monde. Dans l'époque troublée d'aujourd'hui, je pense qu'il est normal que l'ONU soit appelée à jouer un rôle plus important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être à la hauteur des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, car les engagements que nous avons pris s'inscrivent dans le cadre de la volonté des fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Mais pour être à la hauteur de cet héritage, nous devons réapprendre à se mettre d'accord. Les diktats
Et l'imposition de solutions extérieures ne s'inscrivent plus dans l'époque d'aujourd'hui. Il faut les jeter aux oubliettes. Et d'ailleurs, j'aimerais citer le président Harry Truman pour mieux exprimer mon idée. Il a dit « Le devoir des grands États est de servir et non de dominer le monde ». Et j'espère que la culture du dialogue et du respect mutuel finira par triompher. La Russie, en tout cas, compte y contribuer encore et toujours. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie pour